Puisque ce banquet commence, je voudrais remercier d'abord tous ceux qui l'ont rendu possible, ainsi que ceux, et ce sont parfois les mêmes, pas toujours, qui vont lui permettre de se dérouler dans les meilleures conditions. Salut donc à tous, visibles et invisibles, qui faites fonctionner tout cela. Durant toutes les dernières années de banquet, j'ai parlé à la fin, ou vers la fin du banquet. C'était presque devenu une habitude. Et donc j'envisageais ma conférence, sinon comme une conclusion, je ne ferai pas cette prétention, du moins comme une sorte de série d'échos à des choses que j'avais entendues, qui avaient été dites et qui recoupaient mon propos, préparé évidemment bien avant le banquet, et enrichi toujours par le séminaire qui précède. Depuis quelques années, Benoît en a parlé, cette semaine qui va nous réunir. Et voilà que cette année, je commence. Que je le veuille ou non, ce que je vais dire aura valeur d'introduction. Et ce n'est pas une mince responsabilité. Pour ceux qui ont participé au séminaire, donc tous ceux qui ont étudié en commun un certain nombre de textes hier et avant-hier, et textes qui vont nourrir mon propos d'aujourd'hui, cela aura l'air d'une mise en forme de ce qui s'est construit sans se conclure durant ces 2 jours passés. Donc le thème, dans la confusion des temps. Admettez que c'est un thème vaste, et qui n'a rien de simple. Je vais donc partir de ce que j'y entends, en espérant que ma réflexion croisera au moins en quelques points celles qui vont être développées ultérieurement. Enfin, je dirais brièvement, pour finir et pour laisser la parole aux autres, puisque la circulation de la parole, c'est l'événement même du banquet, ce que pourrait être cette semaine qui nous attend et qui déjà commence. La nuit, toutes les vaches sont noires. Par ce proverbe, cousin germain de notre « La nuit, tous les chats sont gris », Hegel fustige dans la préface à la phénoménologie de l'esprit une forme de profondeur qui, à force de se vouloir subtile, obscurcit tout. Il vise par là ce que les Allemands appellent la Schwärmerei, c'est-à-dire la prétention irrationnelle à se situer d'emblée dans le suprasensible, dans la sphère du suprasensible, forme, si vous voulez, mystique de la confusion, mais il vise aussi les envolées lyriques ou métaphysiques d'un Schelling. Sa volonté de s'installer dans l'absolu, de manière apparemment philosophique, de sorte que le relatif s'y noie et que rien ne puisse plus être distingué de rien. Par-delà Schelling, Hegel vise ces turiféraires de l'école romantique allemande. La grande époque de l'idéalisme n'était pas exempte, en cela elle est semblable à beaucoup d'époques, de tensions entre ses plus éminents représentants. Je retiens pour l'instant, en laissant les polémiques du XIXe siècle de côté, qu'il existe des formes élaborées de confusion, que cette dernière, la confusion, n'est pas toujours liée à l'indétermination, mais peut provenir aussi de la surdétermination. Que signifie l'affirmation selon laquelle la nuit, toutes les vaches sont noires? Est-ce qu'elle parle vraiment d'elles, les vaches? Ou bien de notre manière de les percevoir, ou encore de la nuit, disons, des conditions dans lesquelles nous voyons ou ne voyons pas ces vaches. Des conditions dans lesquelles nous les voyons sans les distinguer. Sauf à reconnaître à la nuit quelques pouvoirs magiques de transformation, il semble que le proverbe parle de celles-là, les conditions, davantage que des bêtes qui n'en peuvent mais. Les vaches ne sont donc pas, qu'il fasse jour ou nuit, toutes noires. Dans certaines conditions, toutefois, elles nous apparaissent telles. La question de l'apparente confusion de notre époque, puisque j'entends ainsi la confusion des temps, sous-entendu les temps que nous vivons. Donc cette question, la question de la confusion de notre époque, est donc d'emblée celle des conditions qui font que nous ne sommes pas, ou que nous ne sommes plus, en mesure de distinguer une vache d'une autre, pour ainsi dire. Que dit la nuit? Sinon l'obscurité, c'est-à-dire l'absence de la lumière nécessaire à la vision. Car il ne suffit pas à l'œil de voir et aux choses d'être visibles, c'est-à-dire d'avoir forme et couleur, pour qu'il y ait vision, comme l'avait noté Socrate dans la République, qui soulignait l'originalité du sens de la vue par rapport à tous les autres. Il ne suffit pas d'avoir
un instrument en bon état de fonctionnement, l'œil, et qu'il y ait des choses à voir pour qu'il y ait vision de quelque chose, il faut un élément supplémentaire qui est la lumière. Je cite la République de Platon. C'est Socrate qui parle. Tu sais que les yeux, lorsqu'on les tourne vers ces objets colorés que n'éclaire plus la lumière du jour, mais seulement quelques lueurs nocturnes, perdent leur acuité et semblent devenir presque aveugles, comme si la clarté de la vision les avait quittés. Oui, bien sûr, répond son interlocuteur. Et je pense bien que si les yeux se tournent vers des objets que le soleil illumine, ils les voient nettement. Et il semble bien que la vision soit claire pour ces mêmes yeux. Entendons donc que la confusion désigne aussi bien un certain état des choses, confusion, disons, objective, un certain désordre dans leur agencement, que le sentiment de celui ou de ceux qui perçoit ou qui perçoivent ces choses. Donc, confusion subjective, mais qui n'est pas moins réelle et qui ne produit pas moins d'effet. Dans ce cas, la confusion serait au moins autant un symptôme qu'une propriété du réel. Elle manifesterait une résistance ou un déni. Confronté à un réel insupportable, le psychisme, je fais référence à Freud évidemment, se défend en superposant au plan de la réalité celui du désir qu'elle frustre, en manifestant l'impossibilité. Alors admettons, puisque le thème du banquet nous y invite, admettons que nous soyons entrés dans une zone de turbulence, dans l'un de ces moments où le monde change de visage, se reconfigure, et devient de ce fait même méconnaissable. Admettons que les temps soient confus. Admettons la perte des repères les mieux assurés. Reconnaissons, autrement dit, notre difficulté à comprendre ce qui se passe, à le nommer, à anticiper, à prévoir, à décider. Admettons le manque d'acuité de notre vision, incapable de discerner autre chose que des contours vagues dépourvus de couleurs. La nuit, toutes les vaches sont noires. Posons pour commencer cette instabilité de notre époque ou de la perception que nous en avons. C'est faire un constat. Or, comme tout constat, ce constat ne dit rien, si on s'en tient à lui, sinon notre impuissance à donner un sens à ce qui se passe sous nos yeux, devant nous, dans notre monde et notre époque. Cette impuissance à nommer les choses, Nietzsche l'aurait qualifié de manque d'originalité. Car l'originalité, pour lui, si on en croit le gai savoir, c'est précisément la qualité de ceux qui parviennent à nommer, à donner un nom à ce qui se trouve sous les yeux de tous, sans que personne le voie encore. Je le cite en allemand pour ajouter la confusion des langues à celle des temps. Was ist Originalität? Qu'est-ce que l'originalité? Etwas sehen, das noch keinen Namen trägt. Voir quelque chose qui ne porte pas encore de nom. Noch nicht genannt werden kann, qui ne peut pas encore être nommé. Ob es gleich vor allem Augen liegt, bien que cela se trouve devant les yeux de tous ou sous les yeux de tous. Wie die Menschen gewöhnlich sind, tels que les hommes sont ordinairement, macht ihnen erst die Name ein Ding überhaupt sichtbar. C'est le nom qui leur rend d'abord une chose visible. Die Originalen sind zu weit die Namengeber gewesen. Souvent, les originaux ont été ceux, alors c'est un seul mot en allemand, mais en français on est obligé d'en donner deux, ceux qui donnent des noms, les donneurs de noms, les nomothètes, pourrait-on dire en calquant le grec ancien. Cela dit la chose suivante. L'original n'invente rien d'autre que les noms. Il voit ce qui se trouve sous les yeux de tous et il le nomme, et ainsi le donne à voir aux autres. Il nomme ce qui restait innommé et le rend visible pour ceux qui se trouvaient dans l'incapacité d'apercevoir ce que pourtant il voit. Il fait donc apparaître en pleine lumière ce qui se tenait là, tapis, dans l'obscurité, ou se mêlait confusément au reste, de sorte qu'on ne le distinguait pas. Nommer, c'est donc isoler, déterminer, découper, donner une forme à ce qui en paraissait dépourvu. Et cela implique de détruire la forme qu'avait jusque-là le monde. Donner à voir, et c'est Georges Didier Berman qui parle ici, donner à voir, c'est toujours inquiéter le voir.
et au moins, dans un premier temps, le ramener à une forme d'étrangeté, car toute nomination originale produit une vision qui déstabilise du fait de sa nouveauté. Pourquoi donc ce qui est présent, posé là devant nous, nous échappe-t-il, alors que, c'est l'hypothèse de Nietzsche, nous le voyons, c'est sous les yeux de tous. Il ne peut s'agir de ce qui serait invisible en soi, de quelque chose qui aurait l'invisibilité comme attribut essentiel, parce que nous ne le verrions pas. Il s'agit donc plutôt de ce que nous ne discernons pas, parce que cela ne se détache pas de son fond, parce que cela nous aveugle, ou parce que le fond nous aveugle. Le fond, on peut l'entendre dans un double sens. Le mot désigne ce qui constitue l'arrière-plan d'un horizon, ici d'un horizon de sens, mais aussi ce à quoi le reste se confond. Le fond est en même temps condition de la vision et détermination de la vision. Il n'est en aucun cas neutre. En témoigne le trompe-l'œil, dans lequel le fond simule la profondeur. Pour sortir de la confusion, de la fusion de ce qui est à voir et du fond qui devrait permettre de l'appréhender, il faut introduire un peu de relief dans la vision. Il faut la mettre en perspective et reconfigurer ainsi le monde, notre monde, lui donner un autre visage. L'original, c'est donc celui qui envisage, au sens actif de ce verbe, le monde autrement, qui modifie les traits qu'il composait jusque-là et qui précisément empêchait de voir clairement. L'originalité, c'est donc la capacité de dissiper la confusion. En ce sens, elle est un autre nom du discernement. Discernement dont Gadamer disait qu'il est, je cite, plus que la connaissance de tel ou tel état de fait. Il implique toujours que l'on ne cesse de revenir de quelque chose dont on était par aveuglement prisonnier. Donc, voir avec discernement, c'est toujours rectifier la vision que nous avions déjà préalablement de quelque chose. Se défaire d'une image qui faisait obstacle à l'intelligence. À l'intelligence, je l'entends ici au sens actif, au fait de comprendre avec intelligence quelque chose. Le discernement chasse l'image pour faire place à la compréhension originale. L'opposition du visible et de l'invisible est en effet plus complexe qu'on ne le croit d'abord. Ce qui est visible est manifeste, mais la façon dont le visible se donne à voir, dans laquelle j'inclus évidemment la manière dont nous percevons les choses, peut aussi bien dissimuler, volontairement parfois, mais le plus souvent involontairement, tout ou partie de ce qui s'offre pourtant à la vision. L'année dernière, j'avais essayé de souligner, en m'appuyant sur un verset de la Genèse et son explication par le Midrash, la richesse de ce que j'avais appelé alors le nébuleux. C'est pas sans lien avec la confusion, évidemment. Ce qui est déjà là, mais qui ne l'est qu'en puissance. Je répète donc cette année, autrement, que d'une certaine façon, nous partons toujours du chaos. Que le monde se donne d'abord à nous, non pas comme une forme que nous pourrions maîtriser et connaître, mais comme un milieu où nous vivons, sans nécessairement le comprendre. Ce milieu, bien qu'informe, dénué de forme, bien qu'informe, n'est pas toujours hostile, mais peut-être accueillant. Et de fait, nous en vivons et en jouissons. Dans le chaos élémental, dans cette jeunesse de l'existence, la vie est d'abord jouissance. C'est Lévinas qui le dit, et que je cite. Les choses dont nous vivons, c'est dans totalité infinie, ne sont pas objets de représentation, ni moyens, ni but, mais objets de jouissance. Lévinas distingue nettement le plan de la vie et celui de la connaissance. La jouissance ne doit pas, selon lui, être appréhendée comme un mode mineur ou dégradé du véritable rapport au monde qui ne se jouerait que dans la connaissance. Elle met en jeu une autre forme d'intentionnalité. Je cite à nouveau Lévinas. L'intentionnalité de la jouissance peut se décrire par opposition à l'intentionnalité de la représentation, donc qui serait du côté de la connaissance chez lui. La représentation implique la saisie, perceptive ou conceptuelle, de ce qui est représenté par celui qui pense, et de ce fait une certaine distance. La jouissance, au contraire, désigne la situation de qui est immergé dans une altérité dont il vit et qui l'englobe. Le vivre de
alors je le dis comme ça, vous m'excuserez, le barbarisme, c'est une notion lévinassienne, le vivre de, 3 petits points. Le vivre de, c'est donc ainsi que Lévinas nomme notre rapport au monde dans la jouissance, lorsque nous sommes immergés dans le monde sans le connaître. Donc le vivre de n'implique pas la recherche de la vérité, mais il contient une certaine vérité que Lévinas essaye de dégager en soulignant que la jouissance ne doit pas être conçue comme un accident, comme un des états possibles d'un sujet par ailleurs non jouissant. Vivre, pour lui, c'est d'abord jouir. Dans la jouissance, l'homme demeure, ou plutôt, plus exactement, il baigne. Baigner dans l'élément, ça n'est pas encore habiter le monde, mais y être pris, compris et comme enraciné. Et ici, l'enracinement devient étonnamment une figure de la confusion. Une confusion heureuse, mais confusion. Confusion heureuse qui ressemble à la participation décrite par Lévi-Brühl dans la mentalité primitive, que Lévinas cite souvent. Et dans cette idée que l'enracinement pourrait être de l'ordre de la confusion, il y a, me semble-t-il, je ne vais pas le développer là, mais de quoi faire réfléchir en ces temps où l'enracinement redevient un objet de revendication et de fierté. On revendique la confusion heureuse. Ce premier chaos auquel nous sommes confrontés, donc le monde en tant qu'il n'a pas de forme sous nos yeux, ce premier chaos est certes dépourvu de forme, mais il n'est pas pauvre pour autant. Au contraire, son caractère informe signifie sa puissance de revêtir un nombre infini de formes, même si actuellement il n'en a aucune qui permettrait de le fixer. Immense profusion du chaos qu'il nous faut affronter. Il y a certes quelque chose de vertigineux dans cet infini, mais aussi une richesse qu'il convient de ne pas rejeter dans l'effort de mise en forme que nous produisons immanquablement. Alors cette absence d'originalité ou de discernement, on pourrait aussi l'appeler fatigue. Fatigue d'être ou fatigue de penser. Lévinas, dans un autre livre, De l'existence à l'existant, écrit la chose suivante. Se fatiguer, c'est se fatiguer d'être. La fatigue, dit-il encore, est un raidissement, un engourdissement, une manière de se recroqueviller. Elle accomplit un décalage de soi à soi et de soi au monde, auquel on reste cependant attaché. La fatigue n'est pas l'indifférence. Si elle l'était, on n'en ressentirait pas le poids. La fatigue, c'est donc un avoir à faire qui répugne à faire. C'est encore une formule de Lévinas, un retard sur soi et sur le présent, par lequel le sujet s'éprouve comme désarticulé de soi. Bref, la fatigue consomme, dit Lévinas pour finir, notre rupture avec les sources vives. Il faut entendre les sources vives de l'existence, évidemment, les sources vives. Ma question, vous l'aurez donc compris, est celle de savoir si ce sont les temps qui sont confus ou si nous le sommes devenus confus. Et dans cette deuxième hypothèse, il convient de s'interroger sur le sens de notre impuissance, qu'on peut entendre de 2 manières, je crois. Impuissance juvénile, pour ainsi dire, c'est l'impuissance du manque d'expérience, qui repose sur la connaissance d'un nombre limité de choses et de formes, et qui empêche d'en discerner d'autres avant de s'y être accoutumé. Cette impuissance-là prend la forme d'un retard sur l'événement, d'un retard sur l'actualité. J'entends par actualité la jeunesse d'un événement, son se produire à présent. Voilà. Même l'acte de voir, si ordinaire pour nous et si simple semble-t-il, n'a rien d'évident, comme le soulignait Diderot. Je cite Diderot dans la lettre sur les aveugles. On ne voit rien la première fois qu'on se sert de nos yeux. On n'est affecté dans les premiers temps de la vision que d'une multitude de sensations confuses, qui ne se débrouillent qu'avec le temps et par la réflexion habituelle sur ce qui se passe en nous. Ici, dans cette forme juvénile d'impuissance, l'impuissance n'est pas radicale et surtout, elle n'est pas définitive. Elle n'est que la maladresse d'une première fois, vite corrigée par l'effort et l'habitude, qui permettent progressivement d'effectuer la mise au point au sens photographique. Puissions-nous n'en être que là. Mais il existe une autre forme d'impuissance que je vais appeler par opposition sénile, engendrée par la certitude d'avoir déjà tout vu,
par la croyance, selon laquelle seul le même peut advenir sous des formes différentes. Et ici, le décalage avec l'événement vient de la longueur d'avance qu'on se donne toujours par rapport à lui. Peut-être en sommes-nous là, incapables de discerner parce que nous croyions, au fond, avoir atteint des formes indépassables d'existence et d'intelligibilité, renvoyant à des configurations mondaines immuables. Peut-être, pour le dire encore une fois avec Nietzsche, peut-être sommes-nous atteints, lorsque nous constatons la confusion des temps, du syndrome du dernier homme, dont parle l'avant-propos de Ainsi parlait Zarathustra. Et le dernier homme, dans cet avant-propos d'Ainsi parlait Zarathustra, ça désigne la figure de celui qui croit avoir tout vu et s'être ainsi débarrassé de la possibilité même d'être surpris, de celui qui donc, sans être allé nulle part, est cependant revenu de tout. Je cite une petite phrase du prologue qui désigne le dernier homme parlant de lui-même, enfin avec beaucoup d'ironie Nietzsche. On est prudent et l'on sait tout ce qui est advenu, ainsi on peut railler sans fin. Parce qu'on sait tout. Sans fin. On se chamaille encore, mais on se réconcilie rapidement, sinon cela gâte l'estomac. Donc, ça n'est plus à la confusion nébuleuse que nous aurions à faire, à cette confusion jouissive de l'enfance que nous serions confrontés, mais à la confusion, si on peut dire, à la confusion du fixe, à la rigidité d'une construction dont le but était pourtant initialement de sortir du chaos, d'y trouver une orientation, un sens. Les repères qui ordonnent le chaos et lui donnent la forme d'un monde, notre manière d'envisager celui-ci dessine avec le temps et la fatigue aidant un ordre du monde qui nous englue, qui nous emprisonne, ordre imaginaire, pourrait-on dire, bien qu'il ne l'ait pas toujours été. C'est en quelque sorte, bien que je l'applique ici à autre chose que la connaissance scientifique, c'est en quelque sorte ce que Gaston Bachelard appelait un obstacle épistémologique. On en a parlé pendant le séminaire. Je cite Bachelard dans La formation de l'esprit scientifique. Une connaissance acquise par un effort scientifique peut elle-même décliner. La question abstraite et franche s'use. La réponse concrète reste. Dès lors, l'activité spirituelle, il faut entendre intellectuelle, dès lors, l'activité spirituelle s'invertit et se bloque. Un obstacle épistémologique s'incruste sur la connaissance non questionnée. Des habitudes intellectuelles qui furent utiles et saines peuvent à la longue entraver la recherche. Et puis c'est de Bergson. Notre esprit, dit justement M. Bergson, a une irrésistible tendance à considérer comme plus claire l'idée qui lui sert le plus souvent. Et c'est Bachelard qui reprend la parole. L'idée gagne ainsi une clarté intrinsèque abusive. À l'usage, les idées se valorisent indûment. Une valeur en soi s'oppose à la circulation des valeurs. C'est un facteur d'inertie pour l'esprit. Voilà la deuxième forme de la confusion, l'inertie de l'esprit. Et cette inertie bachelardienne rejoint ce que j'appelais à l'instant la fatigue. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que l'obstacle épistémologique, c'est la forme que revêt dans le champ de la connaissance ce que Sartre appelait le pratico-inerte dans la critique de la raison dialectique, c'est-à-dire cette manière qu'ont nos actes de se figer en choses qui ne nous échappent pas seulement, ce serait banal, mais qui finissent par s'opposer à nous. La notion d'obstacle épistémologique me permet peut-être de préciser ma pensée en distinguant deux formes de confusion. La première est profusion. Nous y sommes confrontés d'emblée, car elle marque notre être au monde, c'est ce que j'ai appelé le nébuleux. Deleuze et Guattari en parlent, je crois, sous le nom de chaos, que je leur ai repris il y a un instant. Voici en effet ce qu'ils en disent dans un livre qui s'intitule « Qu'est-ce que la philosophie ?» Je cite donc Deleuze et Guattari. Ce qui caractérise le chaos, c'est moins l'absence de détermination que la vitesse infinie à laquelle elles s'ébauchent et s'évanouissent. Le chaos n'est pas un état inerte ou stationnaire, ça n'est pas un mélange au hasard, le chaos chaotise et défait dans l'infini toute consistance. Le problème de la philosophie, c'est toujours Deleuze et Guattari qui écrivent, le problème de la philosophie est d'acquérir une consistance sans perdre l'infini dans lequel la pensée plonge. Le chaos, ajoute-t-il entre parenthèses, a à cet égard une existence mentale autant que physique. Donc la tâche du philosophe, ou de la philosophie, selon nos deux auteurs,
c'est, je répète juste ce fragment de la citation, de donner consistance sans rien perdre de l'infini. Ce qui permet de le faire selon eux, et là c'est leur solution, pas celle que je défendrai, c'est la création de concepts. Hein. Les formules de Deleuze et Guattari me semblent dire avec précision l'enjeu. Je n'en ferai pas d'ailleurs le seul enjeu de la philosophie pour ma part, et j'aurais tendance à placer le concept du côté de la réification. Je salue pourtant leur invitation à une sorte de révolution conceptuelle permanente, mais ce mouvement perpétuel ne me convainc personnellement qu'à moitié. Donc la seconde forme de confusion relève, elle, de la constriction, plus que de la profusion. Et il est, je crois, beaucoup plus difficile d'y échapper parce qu'elle vient de nous. Et elle se caractérise par l'inertie et le surplace, davantage que par l'abandon, l'abondance. Ce type de confusion aplatit, ramène tout à un même niveau, nivelle, et empêche, ce faisant, de percevoir le relief. Elle contraint le réel, elle le fait entrer de force dans les dimensions du plan. Homogénéisant tout, elle complique le repérage. Elle ne fait pas disparaître le monde, mais elle le simplifie à outrance, sous des apparences de subtilité. La confusion peut donc avoir plusieurs causes. Elle peut par exemple résulter de la superposition de nombreux éléments distincts, de leur agrégation qui interdit d'y distinguer quoi que ce soit. On n'y voit alors plus rien parce que tout est mélangé, tout est mêlé. L'effet de ce type de confusion, qu'on pourrait appeler par empilement ou par trop-plein, c'est une forme de sidération. C'est ici l'absence de relief qui rend indiscernable. Mais la confusion peut aussi résulter de la dispersion, de l'impossibilité d'unifier les éléments, du fait de la trop grande vitesse de leur mouvement, c'est le chaos que décrivait Deleuze et Guattari, et donc de l'impossibilité à découvrir leurs liens et à leur donner de la sorte un relief, un sens. Chacun des éléments existe alors pour soi, juxtaposé aux autres, mais sans s'articuler aux autres. Le relief, ici, est tel qui fait disparaître tout paysage, toute saisie synthétique. Donc soit absence de relief, soit un excès de relief qui empêche de voir. C'est la confusion par dispersion, dans laquelle nous ne saisissons plus qu'un pullulement, semblable à cet océan de la dissimilitude dont parle Platon dans le Politique. Une surface immense, l'océan, dans laquelle on s'égare parce que tout lieu y ressemble à tous les autres. N'était donc le recours aux astres, extérieurs à l'océan. Toute navigation serait impossible, raison pour laquelle l'océan symbolise la confusion chez Platon. Il existe encore une confusion qu'on pourrait appeler par déplacement, en donnant à ce terme le sens freudien de Verschiebung, donc déplacement. Ainsi, par exemple, dans un rêve, vous savez, la scène, donc le rêve manifeste, comme dit Freud, la scène peut sembler bien claire, mais sa signification peut être tout à fait différente de ce qui se manifeste apparemment dans le rêve. Derrière la signification apparente s'en cache une autre, latente, que la première masque. Certaine clarté dissimulatrice peut faire se fourvoyer la vision. Par ailleurs, je viens de le dire, ce qui explique la confusion, c'est peut-être aussi bien le manque de préparation, c'est-à-dire l'inexpérience, que la trop grande préparation qui ne laisse aucune place à quelque nouveauté que ce soit. Mettons le sommeil dogmatique, pour utiliser l'expression kantienne. On peut illustrer cette diversité des formes de confusion à l'aide des descriptions que fait Husserl de la perception d'une mélodie dans son ouvrage qu'on a intitulé « Les leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps ». Bon, il décrit ce qui se passe lorsqu'on écoute de la musique et il décrit la chose suivante. La mélodie qui résonne n'est entendue qu'à certaines conditions formelles. Elle ne se donne ni comme pure succession de notes déliées les unes des autres, ni comme superposition de toutes les notes. Ce serait une cacophonie. Pour entendre la mélodie, il faut que je perçoive le lien entre les notes qui retentissent, pourtant successivement, mais que ce lien n'empêche pas justement les notes de se suivre. Et ce qui rend possible cette écoute de la mélodie, c'est ce qu'Husserl appelle la rétention, qui fait qu'à l'instant où l'instrument joue, alors c'est le formalisme de Husserl, vous m'excuserez, mais à l'instant où l'instrument joue la note B, ma conscience entend encore comme venant juste de passer la note A. La rétention
associée à la protension, c'est-à-dire au fait que ma conscience anticipe les notes à venir, même si j'écoute le morceau pour la première fois, rend possible la continuité musicale qu'on appelle la mélodie. Voilà. Donc deux formes de confusion appliquées à la mélodie, soit la cacophonie, soit des notes dispersées qui ne font pas mélodie. Alors je prolonge un tout petit peu la description husserlienne en prenant toutes mes libertés vis-à-vis de lui. Mettons que les conditions soient réunies et qu'après la cacophonie qui inaugure le concert, la mélodie berce mes oreilles. La confusion sonore par superposition ou par simple juxtaposition a disparu et la plénitude mélodique s'impose à ma perception. J'entends et je suis charmé en l'occurrence. Il est alors possible que cette plénitude transforme la mélodie en ritournelle. Et celle-ci est une nouvelle forme de la confusion qui s'impose à mon esprit et qui m'obsède. D'où l'importance de l'interprétation, entendue non pas comme simple reproduction, mais comme renouvellement. Et ici, renouvellement, ça veut dire que l'interprétation est susceptible, par sa nouveauté, de faire entendre à nouveau la mélodie sous la ritournelle. Quoi qu'il en soit, la confusion attend d'une certaine manière, la confusion des temps, la confusion de laquelle nous parlerons cette semaine, attend son nom, si je puis dire. Elle attend que quelqu'un ou quelqu'une, défaisant les contours qui finissent par nous cacher le monde, la nomme et nous donne ainsi des armes pour en sortir, pour lui échapper, pour dissiper, en d'autres termes, le nébuleux et lui donner un visage. Comment donc s'orienter dans la confusion? Comment avancer lorsque les repères qui faisaient du monde un espace ordonné s'estompent? Comment décider au cœur de l'indistinct? La philosophie doit répondre évidemment à de telles questions urgentes. Elle doit déchiffrer les situations les plus emmêlées sans retomber sur des réflexes de pensée et d'analyse qui nous ont laissés désarmés face à l'arrivée d'une nouveauté d'abord incompréhensible. Partir du cœur de la confusion pour la désépaissir, c'est le geste de la pensée. C'est le geste aussi de la lecture. Ça n'est pas anodin, j'espère, au banquet du livre. Contrairement aux apparences, la confusion obéit à un ordre inaperçu. Elle n'est pas informe, mais sa forme échappe à la prise. Il faut commencer par défaire cette forme pour rendre plus clair les sens, tous les sens qui s'y esquissent. Voilà la tâche de la pensée, qui ne saurait donc être que création et pas simple répétition. Alors, je viens d'énoncer, très vite, j'en ai bien conscience, un principe. Toute manifestation, tout ce qui apparaît, toute manifestation est potentiellement dissimulation. Toute révélation, occultation. Et la réciproque de cette proposition est la suivante. Toute confusion peut être révélation. Toute obscurité, lumière aveuglante, c'est-à-dire n'éclairant pas encore autre chose que soi. Car comme on sait, depuis Platon, la lumière, qui est la condition de la vision, peut aussi aveugler. Elle peut aussi empêcher de voir. Elle produit dans certains cas un effet tout à fait comparable à celui des ténèbres, si vous vous souvenez de l'image de la caverne dans la République de Platon. Le type qu'on sort de la caverne est ébloui d'abord par la lumière lorsqu'il sort de l'obscurité, avant d'être ébloui par l'obscurité, lorsqu'on le replonge dans la caverne. Vous pouvez en faire l'expérience avec le soleil qu'il y a ici en ce moment, lorsque vous entrez dans une maison sombre, on ne voit plus rien. Donc, les lumières, je parle de la philosophie des lumières évidemment, les lumières qui faisaient à juste titre de l'obscurité la forme par excellence de la confusion, ont peut-être oublié parfois cet aveuglement par la lumière précisément. Évidemment, je ne nie pas, et j'espère que personne ne nie l'existence de cette ténébreuse cécité qui est toujours à l'œuvre dans l'histoire des hommes, mais je crois qu'on n'a pas intérêt à oublier que la lumière aveugle elle aussi, et qu'elle n'éclaire pas seulement, mais parfois éblouit, et produit de ce fait une forme de confusion qui lui est propre. Il faut donc nommer à nouveau, à neuf, ne plus se contenter des mots qui circulent, de ceux qui ont eu cours jusque-là. Non qu'ils aient été faux, et qu'on puisse leur en opposer de vrais. C'est plutôt qu'ils se sont figés, et que la confusion dans laquelle nous nous trouvons est en quelque sorte le résultat de leur rigidification, le visage hideux, le masque, que revêt la figure du monde qu'ils ont dessiné, et à laquelle ils correspondaient, au fond. Dans ses remarques mêlées, Wittgenstein le dit à sa façon, je le cite.
Il faut parfois, c'est une citation très célèbre, il faut parfois retirer de la langue une expression et la donner à nettoyer pour pouvoir ensuite la remettre en circulation. Si les mots, plutôt les noms, parlent, leur puissance de dire s'érode, et la langue qui hier permettait de comprendre le monde le plonge aujourd'hui dans un clair-obscur, voire dans une nuit qui favorise la confusion. La confusion des temps, le sentiment crépusculaire qui est parfois le nôtre, se marque d'abord dans la langue, dans la difficulté à dire exactement, avec précision et finesse, dans l'impression récurrente que les mots trahissent, même en la traduisant, notre pensée. Et je ne parle pas seulement de l'appauvrissement supposé de la langue qui heurte régulièrement les habitudes des enseignants, dont je suis, parce que je ne crois pas qu'elle soit définitive ni indépassable. Je parle bien plutôt de l'usage qui réduit notre langue à ce qu'on appelle des éléments de langage, forme, disons, apolitique, enfin, je veux dire par là éminemment politique, mais subrepticement politique, donc forme apolitique du slogan, à cette manière contemporaine d'associer, de confondre précisément vérité et contre-vérité sur le même ton, de dire avec le même aplomb une chose et son contraire, de dire une chose en faisant le contraire, tout en pariant sur le pouvoir de conviction des mots prononcés, quand bien même il ne serait suivi d'aucun effet, ou encore de cette réduction du langage à une compétence mesurable qui, à force de pouvoir tout dire, devient rigoureusement incapable de nommer avec justesse. Notre époque semble ainsi, de ce point de vue, être celle de ceux que Pascal appelait les demi-habiles. Mais ce sont toujours eux qui donnent le ton. Demi-habiles qui font feu de tout bois, qui renversent toutes les propositions en leur contraire, et qui font, pour parler comme les Grecs, de l'argument le plus faible le plus fort. Ils inversent l'argument le plus faible en argument le plus fort. La pratique de la langue réduite à des éléments de langage prend au fond la forme d'un culte détestable, comme toutes les autres formes d'idolâtrie. Les demi-habiles, je ne nomme pas, c'est pas la peine, les demi-habiles, dévots convaincus et parfois convaincants, nous invitent de ce fait à plus d'intelligence. On ne saurait en effet s'opposer à eux sur leur terrain. Il faut être habile, pas demi-habile, habile, c'est-à-dire ne jamais se laisser impressionner par le caquetage et prendre au mot les discours pour les ramener à leur vérité de parole. En vérité, rien de cela n'est neuf, même si la confusion, elle est de tous les temps, en vérité. On dit la confusion des temps, et il est évident que quasiment tous les temps sont, pour les hommes qui les vivent, confus. Donc rien de neuf, même si le cynisme et la rapidité avec laquelle le discours contemporain assimile et régurgite tout ce qui se dit, en quelque lieu que ce soit, pour l'insérer dans son grand maelstrom, le son. C'est ça qui est neuf, c'est la vitesse de récupération. Notre puissance de confusion, autrement dite, est immense, à l'image de notre puissance, ou de notre impuissance. Il faudrait envisager l'océan des éléments de langage à l'aide d'une métaphore qui dise plus que l'immensité et l'absence de repères, et qui dise mieux la capacité des discours à phagocyter toute parole, à s'en nourrir et à la retourner en quelque sorte contre elle-même. Alors, puisque je cherche une métaphore, je vais me servir d'un écrivain, d'un auteur, dans un livre qui s'appelle « La guerre de la terre et des hommes », Pascal Baquet fait de la tourbe un tel agent transformateur. Je le cite. « La tourbière est un espace rempli de végétaux fossiles, comme la plupart d'entre nous, mortes en partie et vivantes en partie. Il est difficile de faire la part des deux. Turba signifie aussi la foule en latin, en allemand et en vieux francique, elle se disait turf, turf ou torf. La confusion donc, mettons, c'est la tourbe. C'est moi qui parle maintenant. Cette puissance d'agrégation quasi irrésistible, de laquelle il convient de libérer les hommes, comme s'y essaye Elias, l'un des personnages du livre dont je viens de parler. Mais trêve d'image. La tourbe, c'est aussi cette toile ou ce nuage dans lequel tout est présent sans que rien n'ait de réelle consistance. Elle n'est donc pas simplement une image littéraire, mais aussi la forme même du monde dans lequel nous nous accoutumons à vivre. Je cite encore une fois Pascal Baquet, avant d'essayer d'en tirer des conclusions. Il y a quelque temps, on a décidé de donner un nom acceptable à la tourbe. Seulement par vanité, nous la voulûmes réactive et palpitante, alors qu'en fait elle est si lente, quasi morte.
paré de lignes de code électrique, maquillé de luminescence et de clignotements, l'amas où tous sont agrégés, promu par la technique, se crut neuf dans son nom de gloire. C'est ainsi qu'advint Internet. Aujourd'hui encore, il est nu. Certes, on y consomme, mais les corps finissent toujours par souffrir de la faim quand ils ne peuvent pas se maquiller d'un peu d'esprit, et Internet n'en a guère. Certes, c'est des millions de mots, de couleurs, de nuances, de noms propres, d'adjectifs, grouillant en lui, fournissant aux instituteurs et aux pédagogues le contentement d'une pratique permanente de la lecture et de l'écriture. Mais clignotante, ce qui n'est pas rien. Tellement nu, tellement sincère, Internet ne pourra pas rester longtemps ce qu'il est. Pour parler dans la langue d'Aristote, c'est toujours Pascal Baquet qui écrit, la matière attend un acte. Il lui faut, comme aux plaques de Gutenberg, il avait fallu une Bible traduite par un moine gothique, quelque grande et puissante étoupe dont se revêtira cette poupée de toile. Quelque chose de plus pour occuper la tourbe, et puis il répète quelque chose de plus. Alors je ne vais pas m'apesantir, moi, sur Internet, qui ne m'intéresse pas beaucoup ici, mais je retiens de ce long passage l'idée qu'il est impossible de sortir de la confusion du langage, que j'ai nommé à la suite de Pascal Baquet-Tourbe. Il est impossible d'en sortir, sauf à trouver quelque chose de plus. Quelque chose de plus. Alors, quoi? Disons simplement une question ou un problème. Car la tourbe, Internet, par exemple, offre un ensemble de réponses qui, par sa richesse, finit par effacer les questions. Le plus, ce serait ce qui nous contraint à faire un pas de côté depuis ce stock infini de réponses jusqu'aux questions. Donc pour conclure, je voudrais reprendre l'essentiel de ce que je dis sous forme de propositions synthétiques et puis m'approcher peut-être de ce plus qui permettrait de sauver la fécondité du chaos, de la confusion, sans sombrer pour autant dans l'obscurité. Donc il y aura 11 propositions rapides. Premièrement, donc, tout commence dans la confusion. C'est-à-dire que d'abord, nous ne comprenons rien à ce qui nous arrive. Nous ne voyons rien, nous n'entendons rien de discernable. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a rien à voir, à entendre, ni à comprendre. Ce qui ne signifie pas que le monde serait un vaste néant, une pure absence, mais au contraire, qu'il y a toujours trop à voir, trop à entendre, trop à comprendre, et que ce trop nous empêche de saisir d'emblée quoi que ce soit. Donc d'abord, pas un néant, mais un trop-plein confus et nébuleux. Deuxième proposition, dans cette confusion, pourtant, tout commence. C'est-à-dire que ce tohu-bohu initial n'a rien d'une tragédie à laquelle nous serions condamnés, il est au contraire un appel à la vision, à la compréhension, à la création, etc. Troisième proposition, l'intelligence, au sens actif du terme, l'acte d'intelligence, n'est donc pas première, l'intelligence. La compréhension de ce qui n'a été d'abord que confusion témoigne du fait que l'intelligibilité, le sens, existait déjà au cœur du confus, au cœur de la confusion. Que la confusion avait aussi et d'emblée un caractère révélant et révélateur. Au fond, la confusion initiale montre que l'intelligence n'est pas première, au sens où elle s'élèverait à partir de rien et créerait tout ce qu'elle intellige. L'intelligence naît, pour le dire autrement, dans une confusion qui n'est pas absence de sens ou d'intelligibilité. Quatrième proposition, lumineuse, l'intelligence dissipe la confusion et donne au monde une figure ou un visage. Elle l'envisage au sens actif du terme, c'est-à-dire qu'elle saisit ce que la confusion contenait de sens dans une pensée, un acte, une œuvre, un rêve, etc. Cinquième proposition, pourtant, le monde ainsi envisagé, donc mis en forme, n'interdit nullement le retour de la confusion sous une nouvelle forme. Et ce ne sera pas le retour du même, mais une confusion d'un type nouveau. Sixième proposition, parce que le visage du monde menace à tout instant de se figer en forme. Et la mise en forme du monde d'empêcher à son tour de l'appréhender, le monde comme tel. À trop donner une forme au monde, on devient incapable de le voir, tout simplement. Dès lors, c'est la septième proposition, deux attitudes sont essentiellement possibles. L'une consiste à maintenir la forme contre le monde, c'est l'attitude qu'on pourrait appeler conservatrice,
tant d'un point de vue politique que métaphysique, hein, maintenir la forme contre le monde. Elle prétendra toujours vouloir préserver le monde, mais au fond, c'est le monde mis en forme, à sa façon, qu'elle veut préserver. Et la seconde attitude donne au monde, dans son infinie capacité de renouvellement, la priorité sur la forme. La première attitude, conservatrice, s'évertue à dominer le chaos, c'est-à-dire ce qui déborde la forme qu'elle a donnée au monde par le langage, l'action, la création artistique, le concept. Et ainsi, elle se condamne à la surdité ou à la cécité pour garantir, au moyen d'une suraffirmation constamment répétée, sa puissance de mise en forme. Elle ne refuse pas de penser le monde, et une pensée conservatrice évidemment, mais elle refuse de le penser à neuf. Ce à quoi pourtant convoque, je crois, la confusion. Neuvième proposition, donc la deuxième attitude, accepte le risque du retour de la confusion, qu'elle ne tient donc pas seulement pour un mal. Elle pense pouvoir y trouver quelque chose et elle accepte de replonger dans la confusion des temps. Elle court cependant, ou ce faisant plutôt, elle court le risque, c'est la 10e proposition, de consentir au chaos, de consentir à la confusion, d'oublier la promesse d'intelligibilité que recèle cette confusion. Elle refuserait alors la pensée, l'action, l'œuvre, la parole. En parlant par exemple de Flaubert, Sartre révèle ce danger, me semble-t-il. Je cite donc l'idiot de la famille de Sartre, brièvement. Il dit la chose suivante. Il y a un confort du désespoir qui conduit à la satisfaction narcissiste de l'insatisfaction. 11e proposition, elle peut aussi, cette deuxième attitude, elle peut aussi s'efforcer de repenser à neuf, de renouveler son abord du monde et de l'envisager autrement, en saisissant avec force le pouvoir de révélation de la confusion. Elle y verra en quelque sorte de mieux en mieux, non pas au sens évidemment où elle aboutirait à une forme figée, mais au sens où elle se familiariserait toujours davantage avec cette puissance révélante de la confusion. Donc je conclus de la manière suivante. Comment penser à neuf? Comment parvenir à penser autrement? Comment aborder la confusion pour la rendre autant que possible féconde? Le sous-titre de mon intervention, c'était « Inconfort et fécondité de la confusion ». Comment rendre féconde cette confusion? Je crois que ça n'est possible qu'à accepter la confrontation, qu'à la rechercher, qu'à multiplier les espaces où la pensée circule, non pas dans sa forme figée une fois qu'elle est faite, mais au moment même où elle se fait, au moment même où elle se forme. C'est ce que j'appelle l'étude en commun, et peut-être notre banquet, cette année, comme les autres, pourra-t-il en proposer une ébauche, de sorte, c'est un souhait, qu'à l'issue de cette semaine, nous soyons à même de commencer à penser ce plus qui ferait de la confusion une réserve de sens pour nos pensées à venir et pas simplement une catastrophe. Merci.